Ouais, on tente des trucs sur la chaîne. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce top 10 de l'année 2024. Et oui, on y est déjà. Bon, je remarque qu'il y a un reflet là sur le chien. Le tournant, ça va un peu mieux. Donc comme je le disais, on est déjà au top 10 2024. Et oui, ça va faire ma deuxième année où je fais enfin un top 10 de jeux auxquels j'ai pu jouer dans l'année. Ça fait donc un peu plus de 2 ans maintenant que je suis à fond dans le jeu de société, que je passe sur les salons, que je teste de plus en plus de jeux tellement que on en oublie que certains jeux sont vachement bien. Ça va être un sujet dont je vais parler dans la vidéo, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de tout jouer, de tout parler en vidéo aussi, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire parfois, de pouvoir parler de tous les jeux qui sortent. La réalité, c'est que, à moins d'en parler succinctement, c'est pas vraiment possible. Mais aujourd'hui, c'est le top 10 2024, mais vous verrez que cette vidéo, c'est aussi vous partager ce que j'ai vécu en 2024, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en premier lieu, avant de commencer tout ça, il faut que je sois honnête avec vous. Aujourd'hui, la chaîne, j'ai bien dit la chaîne, est sponsorisée par Asmodée. Pourquoi je dis la chaîne? Eh bien simplement parce que, contrairement à d'autres youtubeurs, moi, vous remarquez, je fais rarement une vidéo sur un jeu. Quand je fais une vidéo sur un jeu, ça va soit être un financement participatif, soit que j'ai très envie de faire la règle d'un jeu en particulier, mais beaucoup d'autres chaînes, c'est une vidéo, un jeu, donc souvent c'est la vidéo est sponsorisée pour parler d'un jeu. Pour ma part, je parle souvent de plein de jeux en même temps, et en l'occurrence, Asmodée me finance maintenant la chaîne pour les différents travaux que je fais autour de leurs jeux, notamment de pouvoir parler de leurs jeux régulièrement. Il faut savoir que Asmodée sont tellement gros que de toute façon, quelle que soit la vidéo que je fasse, il y a quasiment toujours un jeu Asmodée dans le lot. Pour vous, ça changera pas grand chose, mais c'est pour un souci de transparence que je vous dis ça. Donc à partir de maintenant, pour être tranquille au niveau de la loi, parce que comme on l'a vu dans ma vidéo de la dernière fois, c'est un petit peu flou, il y aura un bandeau collaboration commerciale à chaque fois que je parlerai d'un jeu Asmodée. Est-ce que ça veut dire que je peux pas dire ce que je veux dessus? Absolument pas. Mais au moins, il y a une transparence qui est là. On va pouvoir commencer, puisque là, je déblatère en vous disant tout ça. Mais, on va commencer tout de suite par le top 10 2024. On commence ce top 10, et ce top 10, contrairement à l'année dernière où il y avait beaucoup de grosses boîtes, là, les boîtes sont pas si grosses que ça, sauf pour les premiers jeux. Mon top 10 de l'année 2024, c'est une très grosse boîte, il s'agit de Dune, Guerre sur Arrakis. Alors je suis conscient que c'est typiquement un jeu qui s'adresse à pas beaucoup de monde, et peut-être que vous n'êtes pas beaucoup à y avoir joué. Quelque part, je peux pas vous jeter la pierre, parce qu'en soi, je pense que ça s'adresse aux connaisseurs, aux gens qui peut-être ont déjà joué à la Guerre de l'Anneau, parce que 2024 c'est aussi pour moi l'année de la découverte de la Guerre de l'Anneau. J'ai pu découvrir que c'était un jeu fabuleux, un jeu pas si complexe qu'il n'y paraissait. J'avais trouvé le système de jeu incroyable et tout, et quand j'ai entendu parler de ce jeu qui allait arriver sur le sol français, d'une Guerre sur Arrakis, j'étais très content qu'Asmodée le localise, puisque j'ai pu du coup mettre la main dessus et surtout pouvoir y jouer. Dune est un jeu d'affrontement qui reprend le principe de la Guerre de l'Anneau, qui est un principe à la fois de wargame dans le sens où on a plein de figurines sur un plateau et on va devoir se taper dessus, même si un wargame théoriquement il n'y a pas de plateau. Bref. Et avec un système d'action où on balance des dés, chaque dé indique un type d'action, on en dépense un pour faire l'action et c'est au joueur suivant de faire son action. Donc il y a une activation alternée comme ça avec le joueur adverse. Dans la Guerre de l'Anneau, on avait la carte de la Terre du Milieu, le gentil devait tout faire pour amener l'anneau au Mordor ou battre le méchant, mais c'était pas si facile, même si j'ai réussi à perdre comme ça dans la vidéo où je teste enfin. Et le Mordor devait tout péter sur son passage pour pouvoir gagner, tout simplement. Dune, alors ce qui est très étonnant, c'est que j'ai entendu dire c'est plus simple. Alors, sur un aspect, c'est effectivement plus simple, puisque le plateau est moins grand, moins de cases, moins de besoin de savoir quelles zones sont reliées à quel univers, à quelle histoire, etc. D'un autre côté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de micro-règles dans ce jeu que dans la Guerre de l'Anneau. J'ai adoré l'expérience de Dune, Guerre sur Arrakis. Guerre sur Arrakis, c'est donc un jeu où je vais vous montrer, j'ai mis une caméra, je sais pas si ça sera bien ou pas, mais à l'intérieur, on a déjà tout un gros livret de règles. Le livret de règles est très bien fait. Par contre, c'est vrai qu'il est excessivement dense.
Là par exemple on a une page uniquement pour les différentes zones du plateau et croyez-moi vous avez besoin de savoir ça en fait pour le reste du jeu. C'est ça qui est compliqué avec ce jeu. Plein de micro détails, les véhicules, les machins, et on arrive sur la mise en place à la page 14. C'est vous dire à quel point on attend avant de savoir comment jouer au jeu. Surtout à l'intérieur, on a beaucoup de plateaux et Common oblige, on a une énorme boîte en carton, comme ça, dans laquelle il y a tous les éléments de jeu, avec au fond juste le plateau de jeu qui est en 2 parties. Le plateau prend énormément de place sur la table. En termes d'édition, c'est pas la plus belle édition que j'ai jamais vue parce que c'est clairement c'est du common. J'ai envie de dire c'est qualité common, c'est-à-dire des jeux où on a maintenant l'habitude de voir cette qualité-là sur le marché, mais clairement on se dit ouais il pourrait faire largement mieux au vu de ce que font certains autres éditeurs sur le marché. Donc c'est mon top 10 simplement parce que moi j'adore les jeux d'affrontement, ça a été un plaisir à jouer. Le jeu est effectivement compliqué, mais si on enlève le côté micro-règles, en fait c'est assez fluide. Vu que le but du jeu c'est souvent se déplacer, taper l'adversaire, etc. On comprend vite les enjeux du jeu. Mais ce qui rend ce genre de jeu un petit peu complexe, c'est que non seulement vous avez la règle avec les dés que vous balancez et un dé d'action égale une action, ça serait déjà assez complet et assez énorme comme type de jeu, mais derrière on vous rajoute les cartes. Et les cartes, ça va vous rajouter une profondeur monstrueuse dans la stratégie et c'est ce qui fait que à chaque partie, je suis bluffé de ce qui arrive. Aucune partie ne se ressemble. Alors bien sûr, il y a des stratégies qui se ressemblent, mais ici, on est tellement sur des aléas encore plus grands que dans la guerre de l'anneau, notamment parce qu'il y a des vers des sables qui peuvent apparaître par le joueur vert, donc le joueur Atréide. Alors moi, je connais rien du tout à l'univers de Dune. Vous pouvez jouer à ce jeu sans connaître l'univers de Dune. Après, je pense que c'est plus facile d'y entrer si vous connaissez l'univers de Dune. Et donc ces vers des sables vont permettre aux joueurs Atréides de se déplacer beaucoup plus rapidement et loin grâce à des déplacements spéciaux où ils peuvent chevaucher les vers pour traverser tout le désert. Et les Harkonnen ont des vaisseaux, des machines, des véhicules qu'il va placer sur le plateau pour faire différentes actions. Il y a une vraie asymétrie qui est faite entre les deux joueurs, une vraie façon de gagner différente entre les deux joueurs et ça rend l'expérience de jeu vraiment cool. Si vous n'avez pas peur, je vous encourage à vous y intéresser, mais je comprendrais que vous n'y alliez pas, ne serait-ce que pour son accessibilité en termes de règles. Et encore, les règles, je pense, c'est pas le plus compliqué. Pour moi, ce genre de jeu, le problème, c'est plus la stratégie. Il y a tellement de choses à regarder en même temps que parfois vous regardez le plateau et vous faites putain, je sais pas quoi faire quoi. Après, j'ai jamais joué à la Lacerda, si ça se trouve, c'est encore pire. Bon, et bien maintenant, on va passer au top 9. Mon top 9. Alors, le top 9, c'est étonnant parce que il y a un jeu qui est sorti finalement dans le mois de décembre, qui a fait beaucoup plus de bruit, qui a eu beaucoup plus d'enthousiasme. Et moi, je me sentais moins concerné dans le sens où je trouvais que le jeu était moins amusant à jouer malgré le fait que le jeu que je vais vous présenter là est beaucoup plus long. En termes de partie, c'est vrai que c'est moins efficace, c'est moins rapide. Pour autant, je le trouve bien meilleur. Il s'agit de Slay the Spire. Alors c'est vrai que c'est l'adaptation du jeu vidéo Slay the Spire et vous vous doutez bien que le jeu dont je fais référence en disant ah il a bien marché etc. C'est Dead Cells. Dead Cells c'est sorti il y a pas longtemps, ça a eu un boom exceptionnel, les gens sont comme des fous, alors que moi quand j'y ai joué, j'ai juste pas compris l'engouement. Alors qu'il avait tout pour me plaire, mais je crois que ce qui m'a gêné dans le jeu, c'est pas tant le système évolutif que je trouve très cool, les potentiels trucs qui peuvent arriver dans les donjons etc. Moi ce qui m'a gêné, c'est le système de combat qui pour moi est d'un vide stratégique. En vrai j'exagère un peu, oui il y a un peu de stratégie à avoir, mais en fait de jouer une carte par combat, moi j'ai trouvé ça triste en fait. Et surtout, je suis très énervé du fait que les gens ne relèvent pas le fameux problème du jeu qui n'a pas été repris, qui est que le jeu est vraiment fait pour 3 joueurs et que si on joue à moins de 3 joueurs, on joue plus de cartes par joueur et si on joue à plus de 3 joueurs, il y en a un qui joue pas. Je trouve ça aberrant. Mais bref, là on est là pour parler de Slay the Spire. C'est juste que je compare beaucoup les deux parce que c'est 2 jeux d'adaptation du jeu vidéo et effectivement, ça je peux pas l'enlever, Slay the Spire est juste un
copier-coller du jeu vidéo. Slay the Spire, c'est donc un jeu de deck building dans lequel vous montez dans un donjon pour aller affronter un boss, et au fur et à mesure des combats que vous faites, eh bien vous rajoutez des cartes dans votre deck et vous affrontez des ennemis, des ennemis, des ennemis. Le truc, c'est qu'en battant un boss, on passe à l'acte 2 avec un boss encore plus fort, et à l'acte 3 avec un boss encore plus fort, et potentiellement un acte 4, mais que là il va falloir débloquer, et croyez-moi, c'est pas évident. Alors en quoi le jeu est sympa? Bah déjà, le jeu vidéo est très cool. Le principe du jeu vidéo de je fais un combat, je gagne une carte et donc j'ai un deck building qui se fait au fur et à mesure des combats, je trouve ça génial. En plus de ça, l'amélioration des cartes, on prend une carte, on la retourne et on la remet dans sa sleeve. Et donc là, on a une carte améliorée. En termes d'évolution, eh bien pendant la partie on évolue, mais on revient toujours à zéro, et le but c'est surtout d'avoir des objectifs, des succès qui sont même proposés par le jeu. Et on débloque de plus en plus de cartes, de plus en plus d'évolutions. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jeu-là précisément, alors qu'il est calqué parfaitement du jeu vidéo, je l'ai adoré? Eh bien, c'est simplement que pour moi, Slay the Spire, je voulais y jouer en coopératif. Et c'est réussi pour moi. Alors c'est vrai que le temps de jeu se rallonge énormément dans le mode coopératif, dans le mode de jouer avec d'autres joueurs. Personnellement, ça ne me gêne pas parce que je trouve que ça rend les combats très stratégiques et intéressants à vivre avec des gens, où on se dit attends, mais moi si je mets ce dégât là, bah oui, mais en même temps si moi je mets ce dégât là, ça serait mieux que je le fasse avant, comme ça je peux mettre tel jeton qui te permet de faire plus de dégâts, et comme ça tu feras double de dégâts et ça fera super mal. Donc je sais pas, moi ça m'a vraiment plu cet aspect-là. J'adore l'expérience Slay the Spire en coopératif. Après, je le précise, ce jeu-là, je n'y joue pas en solo. Absolument pas. Si je veux jouer à ce jeu-là en solo, bah là je sors le jeu vidéo. Je vois pas l'intérêt de sortir ce jeu-là de société en solo. Il a effectivement son bémol de matériel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manipulations à faire pour pouvoir jouer vraiment rapidement. Mais justement, j'aimerais mettre ça en lumière. Ce jeu m'a malgré tout plus plu en termes mécaniques, parce que c'est une mécanique que je connaissais et que je trouve très bien huilée, malgré le temps rallongé du jeu et la manipulation, à côté d'un DLCS qui effectivement est plus nerveux, mais qui, moi, m'a pas du tout intéressé mécaniquement. Je suis désolé, j'avais besoin de comparer ça à Dead Cells. Je sais que c'est pas les mêmes jeux en soi, mais c'est des jeux qui proposent l'expérience roguelite, et on les a un petit peu comparés au début en disant oh, par ailleurs c'est nul, et Dead Cells c'est vachement bien. Et moi, vraiment, je me suis senti à l'écart en fait à ce moment-là. Je sais pas si vous avez eu ce genre de moment où juste vous comprenez pas l'engouement d'un jeu. Alors, bien sûr, hein, moi je l'ai ressenti à plein d'autres moments, mais juste parce que c'est pas des jeux pour moi. Autant Dead Cells, c'est censé être un jeu pour moi, et j'ai pas été conquis. Alors que Slay the Spire, j'adore. Alors par contre, la qualité des sleeves, j'aurais aimé qu'elle soit un poil plus sympa quand même. En fait, les dessins se décollent sur les sleeves à force de mélanger les paquets, donc je pense qu'un jour, je passerai ces sleeves en sleeves opaques d'une couleur unie tout simplement, donc un truc plus solide. On passe au numéro 8, et le numéro 8 c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est un des rares jeux où j'ai fait une vidéo juste sur ce jeu-là, puisque c'était un financement participatif de Lucky Duck Games. C'est cette fameuse boîte magnifique qui s'appelle Unsettled. Unsettled, c'est pas facile à présenter puisque c'est une sorte de jeu d'exploration avec un côté puzzle. Je vais pas dire énigme parce que y a pas vraiment d'énigme. C'est juste que vous arrivez sur une planète, vous avez quelques directives qui sont dites par un scénario et le but est d'explorer la planète pour pouvoir atteindre des objectifs que vous avez. Mais tant que vous n'avez pas exploré la planète, vous ne pouvez pas savoir vraiment ce que vous faites là et ce que vous allez devoir faire. Unsettled, je l'ai mis quand même en 8e position parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez bien foutues dans ce jeu. Alors juste, je précise, il n'y a pas le logo Lucky Duck sur cette boîte. Alors je sais pas si la boîte française là, mais là c'est la version anglaise, donc c'est la version VO. D'ailleurs, je vous encourage très fortement, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, à acquérir la version française. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est bourré de blagues en tout genre autour de l'écriture, qui a une narration très bonne, qui a une immersion très très sympa. Je vous encourage vraiment à voir la version française qui vous permettra de voir ces subtilités, de découvrir ces subtilités. Moi, dans mon groupe, on a quelqu'un qui est plutôt à l'aise en anglais et qui arrive à nous faire ressentir ça. Mais si on ne l'avait pas eu, j'avoue qu'on n'aurait pas vécu l'expérience Unsettled.
Unsettled jusqu'au bout. Unsettled, qu'est-ce qui fait que j'aime bien? Eh bien, tout d'abord, on va parler simplement. Regardez-moi cette boîte. Alors, normalement, ça filme bien là-haut, je l'espère. Mais on a une boîte déjà qui est très très bien pensée. Alors, on a vu ça aussi cette année sur Mistwind. Mais je sais pas si vous avez testé Mistwind. Voilà. Et du coup, voilà, on a une ouverture sur le côté qui permet une aisance de sortie de la boîte. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu quelqu'un en disant, effectivement, en soi, c'est assez vrai. Bon, là, on a des aides de jeu, etc. On a ces machins-là qui permettent de placer les plateaux directement. Voilà, c'est super. On gagne du temps de mise en place. Sauf qu'en fait, ça reste un jeu assez long à mettre en place. Faut pas se le cacher. En termes d'édition, c'est juste incroyable. Vraiment. Ça là, je crois que j'ai jamais vu ça. C'est super beau d'avoir pensé ce thermoformage avec des cartons que vous mettez à l'intérieur et du coup ça fait directement un plateau de jeu. D'un autre côté, il y en a qui sont complètement prêts. Je pense notamment voilà à ce plateau de ressources. Ce plateau là, il va manquer une carte ici et il va manquer des tokens spécifiques ici avec des cartes qu'on va placer juste en bas là. Et puis ne parlons pas de ce plateau là qui met un peu longtemps à se mettre en place puisque chaque petit jeton ici doit être rempli. Bref, le jeu a une édition incroyable, mais ne vous faites pas avoir par le côté oui, c'est effectivement pratique à mettre en place, on a juste à sortir ces plateaux, mais j'aimerais insister sur pratique ne veut pas dire rapide. Mais surtout, Unsettled se démarque par son gameplay. Chaque joueur ont un plateau de jeu sur lequel ils vont placer différents dés. Ces dés, ils ne vont pas les balancer. En fait, ces dés sont des compteurs. Je saurais pas trop dire si c'est vraiment de l'énergie, mais le principe, c'est que lorsque vous utilisez une action, vous descendez ce compteur de 1. Et le jeu ne vous empêchera jamais de faire des actions. Par exemple, si vous descendez votre compteur de 1 à 0, eh bien ce 0, vous voyez qu'il y a un sablier dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites une action avec un sablier, le temps passera. Sauf que le jeu, eh bien, c'est là-dessus qu'il essaie de se défendre, c'est que vous avez très peu de temps pour finir un scénario. Plus le temps passe, plus les joueurs vont perdre des points de vie, et ces points de vie vont signer la mort des joueurs à un moment. Mais c'est quand même extrêmement bien foutu. Chaque case, voilà, est un type d'action. Vous pouvez récupérer une action supplémentaire que vous placerez sur une action pour rendre l'action plus puissante. Vous avez des explorations à faire sur les différentes zones, vous piocherez des cartes, vous découvrirez des choses. Selon les déplacements que vous faites, vous rajouterez soit des ressources, soit du temps, et du coup, il va bien falloir réfléchir à ces déplacements pour pas faire n'importe quoi. Et surtout, la grosse plus-value du jeu, c'est que vous avez plusieurs planètes, donc plusieurs scénarios, niveaux, environnements qui vont vous renouveler l'espace de jeu. Donc chaque planète, chaque petite boîte de planète qui est pas très grande, qui est grande comme ça, intègre 3 nouveaux scénarios avec les règles de la planète en question. Et les règles de la planète, parfois, ça rigole pas. La première planète, elle est fongique, donc il y a des champignons qui vont potentiellement vous empoisonner ou plutôt vous droguer. Il y a une autre planète qui est une planète de lave, donc ça peut être la merde. Il y a une planète inondée, donc on se retrouvera un petit peu comme dans l'île interdite avec des cases qui disparaissent. Bref, Unsettled, il y a une différence de partie en partie qui est hyper appréciable et c'est ce qui fait qu'il se retrouve top 8, un jeu coop que je trouve hyper satisfaisant quand on y arrive parce que mine de rien c'est pas un jeu facile et qui surtout a plein de surprises grâce à ces différentes planètes où à chaque fois qu'on en découvre une nouvelle et même à chaque scénario différent on se fait oh putain du coup faut faire ça mais c'est incroyable. Bref, Unsettled, top 8. Avant de continuer ce top, j'aimerais vous parler de jeux dont je pourrais malheureusement pas les mettre dans le top, non pas parce que je les ai pas appréciés, parce qu'au contraire je les ai beaucoup appréciés, mais je ne suis pas allé assez loin, ce qui fait que l'expérience est pas aussi complète que je l'aurais voulu. Tout d'abord, il y a Stickers, où Stickers, c'est sûrement un de mes plus gros coups de cœur, un de mes plus gros plaisirs de cette année. Malheureusement, je ne le mets pas dans le top pour la simple raison que je n'y ai pas assez joué. Et ça sera le cas en fait des 3 autres jeux dont je vous parlerai. En fait, j'ai découvert qu'une seule extension gameplay. C'est vous dire à quel point j'y ai pas assez joué. En fait, je l'ai fait découvrir à plein de gens, donc j'étais trop content. On jouait à ce jeu de collection qui est vraiment très satisfaisant. Mais comme c'est un jeu évolutif où à chaque partie, on est censé débloquer des stickers d'amélioration de personnages, mais aussi des stickers cosmétiques, eh bien moi, j'ai pas assez joué au jeu. Donc je me retrouve avec un avis non pas biaisé,
biaisé parce que théoriquement j'aurais pu le mettre en top directement, mais comme j'attends vraiment de pouvoir voir la suite, je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, ça va pas dans le top. Mais c'est trop bien Stickers, allez-y. En deuxième, le merveilleux Toriki, un jeu pour enfants dans le sens où c'est très accessible à des enfants, mais qui pareil est un jeu évolutif, narratif, dans lequel on va explorer une île sur laquelle on a différents objectifs, comme par exemple récupérer de la nourriture, faire un feu, des choses comme ça, et on avance au fur et à mesure, on agrandit le plateau, on rajoute potentiellement des tuiles sur le plateau, on va pouvoir observer véritablement ce qu'il y a sur le plateau pour savoir si vraiment c'est important d'y aller ou pas. Toriki, je me suis beaucoup amusé, malheureusement, je suis pas allé assez loin. Le prochain, je pense que c'est vraiment celui où je suis le plus déçu de pas pouvoir vous en parler plus, c'est Divinus. Je l'ai tellement attendu, je l'adore vraiment. À ma première et deuxième partie, j'ai adoré l'expérience, mais justement, première et deuxième partie, je suis pas allé assez loin, j'ai pas pris le temps malheureusement de pouvoir avancer dans ce jeu qui est juste génial. Comment dire, j'allais dire King Domino, mais c'est... Je sais pas si c'est flatteur ou pas flatteur, parce que King Domino c'est vachement bien. Mais du coup, c'est un jeu Legacy dans lequel vous allez pouvoir créer votre royaume un petit peu à la King Domino en récupérant des tuiles, et au fur et à mesure des parties vous allez ajouter des stickers autant sur les tuiles que vous avez achetées que sur votre personnage, sur vos dés aussi vous allez avoir des stickers. Divinus, c'est un jeu que j'adorerais pouvoir finir rapidement, mais ça c'est le défaut d'être youtubeur, c'est qu'en fait on a de moins en moins de temps pour poncer un jeu. Enfin moins en moins de temps, pas vraiment, c'est juste que comme j'ai un boulot à côté, je ne peux pas faire jeu à plein temps. Mais ça c'est le genre de jeu où j'aimerais bien faire jeu à plein temps, parce que franchement j'adore Divinus. Et le dernier est une boîte un poil plus grosse. ISS Vanguard. Bon, bah c'est simple, ISS Vanguard, j'ai fait le prologue. J'ai très envie de découvrir ISS Vanguard. Contrairement à Etherfield, où Etherfield j'avais réussi à faire pas mal de scénarios avant de pouvoir le mettre dans mon top, celui-ci, je peux juste pas, puisque j'ai fait que le prologue, c'est pas du tout représentatif du jeu, notamment on voit pas d'ennemis, on ne voit pas la gestion d'équipage, même si j'ai regardé la gestion d'équipage pour voir justement, j'ai avancé jusqu'à avant le deuxième scénario pour voir un peu ce que ça donne. ISS Vanguard, c'est fabuleux en termes de narration, en termes de mécanique, c'est un peu plus léger, c'est juste on a 2 actions par tour et on fait beaucoup de tests de compétences, mais en même temps il y a un côté un petit peu comme Unsettled de puzzle, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, qu'est-ce qu'on cherche, et à partir du moment où on sait ce qu'on cherche, il va falloir réussir à le faire avant que ça soit la merde. Il y a un peu ce même postulat, mais ISS est beaucoup plus fort en narration, c'est beaucoup plus un jeu narratif, avec la patte Awaken Realms, c'est-à-dire une règle, comment dire, une règle comme elle est, on va dire ça comme ça, mais quand même mieux fait que Etherfield en termes de règles, donc si jamais vous avez peur d'Etherfield mais moins peur d'ISS, franchement allez-y, c'est très agréable à jouer, c'est fluide à jouer, on a que 2 actions par tour et les actions c'est genre se déplacer, faire un test de compétences, recharger ses dés, etc. Enfin rien de bien compliqué quoi. Mais je ne peux pas le mettre dans le top parce que j'y ai pas assez joué et ce serait pas honnête de le mettre dans le top avec 1 ou 2 parties de fête quoi. Bon allez, top 7, on se retrouve avec un plus petit jeu, mais qui n'en démord pas pour autant. Il s'agit de King of Tokyo Duel. King of Tokyo Duel ou Dice Throne facile. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que c'est le principe de Dice Throne, à faire un Yams, donc à balancer ses dés, en garder quelques-uns, rebalancer, en garder quelques-uns, puis rebalancer une dernière fois et avoir la combinaison qu'on veut. Mais contrairement à Dice Throne, ça c'est accessible et c'est jouable par beaucoup de gens. King of Tokyo, moi je n'avais joué qu'au King of Monster Island, donc le jeu coopératif de King of Tokyo. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était un poil léger, peut-être même un poil facile, même si on n'a pas encore fait les plus durs, donc je sais pas, peut-être que ce sera plus intéressant plus tard. Mais voilà, j'avais trouvé ça sympa quoi. King of Tokyo Duel, j'ai trouvé ça très cool quand même. Donc King of Tokyo Duel, vous allez balancer vos dés, vous allez sélectionner des dés que vous voulez garder, vous rebalancez jusqu'à ce que vous ayez un truc que vous voulez. Au bout de 3 lancers, vous ne bougez plus vos dés. Vous pouvez soit taper l'adversaire, soit gagner de l'énergie, soit activer votre pouvoir spécial, ou bien tirer un pion vers vous. Vous avez 2 pions sur le plateau qui vont représenter un double tir à la corde,
et ça rend le jeu très malin en termes de tension. On peut gagner de 3 manières différentes, soit on tue l'adversaire, donc on le ramène ses points de vie à 0, soit on arrive à tirer un des pions jusqu'à nous tout au bout, soit les 2 pions sous les projecteurs, donc un peu moins loin. Et cette nuance entre les 3 différentes façons de gagner de la partie, eh bien ça met une grosse tension autour de la table avec votre adversaire, où l'autre est en train de tirer un truc, mais en fait vous êtes occupé à faire autre chose, donc vous aimeriez bien l'empêcher de vous tuer ou de tirer à la corde trop, mais d'un autre côté, il faut bien que vous avancez aussi sur cet objectif-là. Bref, j'ai trouvé que c'était très efficace en très peu de temps et facile à apprendre. Surtout, moi, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi avec ce jeu, c'est que comme il est extrêmement accessible, il est facile à faire apprendre aux gens. La seule difficulté, on va dire, ça va être les cartes qu'on peut acheter grâce aux énergies qu'on peut récupérer lors de la partie. Mais King of Tokyo Duel, du coup, j'en parlerai un peu moins puisque c'est un moins gros jeu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ils vous ont même mis des petits objectifs de partie sur les côtés là, avec des stickers à poser. Je crois qu'on en a posé un, voilà, ici. Tirez au moins 6 étoiles lors de votre tour. Mais il y a des trucs aberrants comme obtenez 8 résultats de dés identiques dans votre lancer. Donc pas un truc qui arrive hyper souvent. Mais on a, comme dans King of Tokyo, des personnages différents. Je suis sûr qu'il peut y avoir des extensions d'un jeu comme ça, tellement c'est amusant et tellement il y a de choses à faire. Il aurait pu être plus haut, mais il y a d'autres jeux que j'ai quand même préférés cette année. Le jeu suivant, ça faisait un moment que je voulais en parler, j'ai jamais pris le temps d'en parler et franchement, je m'en excuse l'éditeur si vous me regardez parce qu'en plus il m'a envoyé la boîte. Ce jeu-là, il s'agit des jeux au plat qui ont fait Cosmopolite, qui est sûrement un des jeux que je préfère. Si je devais faire un top 10 de mes jeux préférés, c'est sûr que Cosmopolite y est. Et ce jeu-là, c'est In Extremis, dans la même gamme que Cosmopolite, donc la même forme de boîte, et pas tout à fait le même jeu, c'est même pas du tout le même jeu. Par contre, il propose quelque chose comme Cosmopolite, c'est-à-dire une application qui vont accompagner les joueurs dans la partie. Ce qui est super drôle avec In Extremis, c'est que quand on le présente, on se dit « mais c'est nul à chier !» Pourquoi ? Parce que le jeu vous demande juste, il y a des colonnes et il vous fait des demandes genre ici il faut une valeur de 6 roses, ici il faut une valeur de 8 verts. Et vous posez des cartes jusqu'à avoir 6 roses et 8 verts. Sauf que c'est un peu plus fourbe et subtil que ça. Notamment, vous avez un énorme timer pour vous dire que vous avez très peu de temps pour pouvoir remplir ces différentes missions. Ajoutez à ça que vous ne savez jamais à qui c'est de jouer. Notamment, l'appli vous dira c'est au tour de toi, c'est au tour de Micheline, c'est au tour de Joseph, c'est au tour d'Eric, c'est au tour de Clément. Et ça perturbe complètement la potentielle cohésion qui s'est créée autour de la table avec les autres joueurs. Donc cet aspect-là, moi je le trouve génial parce que il y a ce côté très pressant, on veut se dépêcher de poser des trucs, mais en même temps on peut pas parce que c'est le jeu qui décide. Ajoutez à ça que c'est un jeu un petit peu comme Cosmopolite qui va avoir un message, on va dire ça comme ça. Dans Cosmopolite, c'était parler des langues qui apparaissent et surtout qui disparaissent. Dans In Extremis, il y a une volonté de parler écologie, un petit peu comme Daybreak, et ça se retrouve aussi dans le gameplay d'In Extremis. Notamment, vous avez des cartes noires, qui sont des cartes joker, vous pouvez les utiliser pour absolument toutes les missions, sauf que si vous faites ça, vous allez vous prendre des cartes pollution. Le jeu se joue en 3 manches, et à chaque manche où vous utilisez des cartes noires, vous prenez des cartes pollution pour les manches suivantes. Et les cartes pollution, c'est des cartes qui ne donnent aucune valeur, donc il faut vraiment faire très attention à tout ça. Vous pouvez aussi vous prendre des cartes pollution si jamais vous dépassez la valeur demandée par la mission. Donc il faut faire très attention à quand est-ce qu'on dépose telle ou telle carte, parce que si on dépose trop vite nos cartes, qu'on dépose nos noirs ou qu'on a mal compté et que finalement on met une carte plus haute, on se prend de la pollution, et la pollution, ça aide pas à faire les niveaux suivants. Et évidemment, comme dans Cosmopolite, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau comme ça qui vous demande juste de mettre différents cartes sur des missions. La deuxième manche de cette mission, c'est les missions sont des doubles missions, genre il faut à cette mission-là un 5 bleu et un 3 rose. Et la dernière manche, à chaque fois, on a un totem qui va avoir son importance. Notamment, un totem nous permet de polluer, un autre totem nous permet d'utiliser des cartes de nucléaire, et les cartes du nucléaire, elles sont géniales, sauf que si vous en avez dans la main, ça vous pète à la gueule, et du coup tout le monde a perdu si jamais quelqu'un en a une dans la main. Et encore plus de surprises au fur et à mesure du jeu, je peux pas
tout vous dévoiler évidemment, sachez que In Extremis, c'est le jeu où je pense on n'a jamais autant gueulé autour de la table. Et quand je dis gueuler, c'est vraiment vas-y, pose ça. Non, mais attends, c'est à moi. Arrête, c'est n'importe quoi. Non, mais t'aurais pas dû poser ça, c'est n'importe quoi. Et voilà, ça gueule dans tous les sens. In Extremis, c'est hyper drôle. Merci Jeux.Pla de sortir des jeux comme ça qui montrent en fait que le jeu avec application ne pourrit pas un jeu de société. Là, au contraire, ça l'accompagne et c'est extrêmement bienvenu. Donc, merci Jeux.Pla, merci In Extremis d'être un aussi bon jeu. Bon, on va se parler entre nous là, on est d'accord, tous les youtubeurs trichent dans leur top 10, hein, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils font un top 10, en fait c'est un top 11 ou un top 12. Bah moi, je fais quand même un top 10, mais c'est plus ou moins un top 11, puisque là je vais vous parler de 2 jeux en même temps pour ce top 5, parce que je n'ai pas réussi à les départager. J'ai ressenti pas tout à fait les mêmes sensations, mais le même plaisir de rapidité de jeu, d'accessibilité, de jeu épuré. Et ces 2 jeux-là, eh bien, c'est en premier lieu Noon Attack et en deuxième lieu Tower Up. Alors vous allez me dire, ces 2 jeux-là n'ont pas grand-chose à voir. Bah déjà un petit peu, si, ne serait-ce que pour la thématique, c'est 2 jeux de construction. Alors pas du tout dans le même univers, hein, on est d'accord. Je vais parler de un jeu par un jeu, ça sera plus simple. On commence par Tower Up, que j'ai découvert à Vichy. J'avais joué à la version géante de Tower Up, et quand j'y ai joué, je me suis dit, ça a des airs quand même un petit peu de Splendor, on va dire. En termes de sensation de jeu, je me suis vraiment senti dans un Splendor, c'est-à-dire un jeu où on récupère des ressources et qui nous permettent ensuite de poser des bâtiments sur le plateau. Le but du jeu, c'est de construire une ville, c'est d'avancer sur différentes pistes. Si on réussit à construire un de nos toits sur un bâtiment marron, on monte le véhicule marron du nombre d'étages sur lequel on vient de poser. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points en montant ces différentes pistes, en ayant le plus de toits présents, de toits visibles sur le plateau lorsqu'on a terminé, et après avoir accompli différents objectifs. Et Tower Up, j'en ressors avec un plaisir, je sais pas comment dire, en fait j'ai pas un enthousiasme fort, mais je sais pas pourquoi, c'est des jeux, Noon Attack et Tower Up, que je trouve tellement simples à expliquer, à sortir, que j'ai pas réussi à les départager parce qu'ils ont pour moi la même sensation d'accessibilité, même si Noon Attack est plus simple dans un cas mais plus dur dans l'autre, et Tower Up est plus simple dans un cas mais plus dur dans l'autre. Tower Up, la simplicité c'est je prends une carte, j'ai les ressources, et les ressources après je les utilise pour poser mes bâtiments. Et le coût de pose de mes bâtiments, c'est je regarde les bâtiments qu'il y a autour et je mets un étage de la couleur des bâtiments autour sur chaque, donc ça veut dire que plus il y a de bâtiments autour, plus la construction sera plus difficile et plus cher surtout. Et ça permet de faire un jeu en 30-45 minutes et je trouve que c'est vrai, c'est vraiment 30-45 minutes. Et dans le cas de Noon Attack, eh bien Noon Attack, le principe il est encore plus bête que Tower Up, parce que Tower Up en soi, la difficulté c'est effectivement de regarder quel prix coûte tel emplacement, parce que parfois c'est vrai que on se dit attends là il me faut un marron, un noir, un blanc et je peux poser un gris pour faire cette construction là. Là Noon Attack, on prend une carte, ça dit où est-ce qu'on construit. Sauf que la difficulté du jeu, eh bien, c'est la diverse variété de points qu'on peut faire. Notamment, chaque carte, plus on les collectionne, plus on a des potentiels points de victoire qu'on va faire avec. Les violets, c'est celui qui a le plus de violets rapporte le plus de points. Les jaunes, c'est plus on a avancé dans l'ingénierie, plus eh bien, on va pouvoir multiplier cette ingénierie avec le nombre de cartes, etc. C'est vraiment fabuleux, Noon Attack pour ça. C'est à la fois très simple, mais effectivement, il y a pas mal de manières de faire des points, donc ça rend peut-être cette complexité là. Noon Attack, lui, son postulat, c'est vraiment, on prend un bloc de glaçon, on le place sur le plateau, et quand il y a 4 blocs de glaçon, on rajoute un étage, et au fur et à mesure de la partie, eh bien en fait, le plateau va devenir de plus en plus grand, à faire apparaître ce magnifique plateau avec tous les glaçons et surtout le haut du temple qui apparaît, et ça fait un plateau magnifique à la fin, donc ça aussi c'est un petit plaisir qui est quand même pas négligeable. La partie sera différente à
chaque fois parce qu'en fait on a plein de tuiles à placer dès le début. Alors comme ça a l'air vraiment chiant parce que c'est vrai qu'il y a plein de petits carrés à placer, mais en fait c'est un petit peu comme Ice, c'est-à-dire vous les placez un petit peu au hasard partout et puis vous les calez dans les coins et ça va super vite en fait. Donc Tower Up Noon Attack, 2 jeux top 5 parce que j'arrive pas à les départager. Alors vous voyez collaboration commerciale depuis tout à l'heure ici parce que Tower Up est Asmodée, Noon Attack c'est Yellow, mais voilà, collaboration commerciale par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo à propos des jeux Asmodée. Il y avait un troisième jeu de construction qui est sorti plus ou moins dans les mêmes temps, c'est Monkey Palace, et étonnamment Monkey Palace, en fait il est pas dans le top. Simplement parce que dans Tower Up et Noon Attack, j'ai eu de l'accessibilité facile, etc. Voilà, c'est un jeu qui est fluide, qui s'enchaîne hyper facilement. Monkey Palace, waouh, étonnamment c'est celui qui a la gueule la plus enfantine, c'est le jeu le plus compliqué des trois, de très très loin. Ça c'est plus de l'ordre de l'initié que de Tower Up et de Noon Attack qui sont beaucoup plus accessibles. Donc j'ai pas ressenti le même plaisir de jeu, la même immédiateté de jeu. Donc ces deux jeux-là, ils vont en top 5. C'est mon seul écart dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aussi parler d'un sujet qui est The Gang. Alors vous allez dire, oui, soit t'es un connard qui veut juste enfoncer le jeu parce que tout le monde en dit du bien, soit au contraire t'es un gars qui veut encore dire du bien du jeu et on en a marre parce que le jeu c'est de la merde. C'est vrai que ce jeu est extrêmement clivant, et effectivement j'en faisais partie, j'étais de ceux, je l'ai découvert à Vichy et j'aimerais savoir ce que vous ressentez sur ce jeu. Parce que je crois que j'ai pas ressenti ce que vous avez ressenti. Et au fur et à mesure du temps, plus le temps passait, plus je me dis, mais vraiment, qu'est-ce que les gens ressentent avec ce jeu? Qu'est-ce que les gens aiment dans ce jeu? Qu'est-ce qui fait que ça plaît autant? Et en fait, j'arrêtais pas de me poser la question. Autant il y a des jeux, voilà, comme Dead Cells, où au final je me dis, non, c'est juste que j'aime pas. C'est juste que j'aime pas la mécanique. Mais là, The Gang, j'étais là à me dire, putain, je veux savoir ce que les gens y retrouvent. Je me suis dit, c'est peut-être juste parce que j'ai pas les joueurs pour, ce qui est proposé par le jeu, je ne le ressens pas, ce genre de choses. Et puis après, j'ai réfléchi à un truc. Le poker. Parce que, juste si vous savez pas, c'est un poker coopératif. C'est l'idée du jeu, c'est ça. Le poker, c'est un truc qui est connu par beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens connaissent les combinaisons du poker. Mais est-ce que ce serait pas là que j'ai loupé quelque chose? Et du coup, il est là. Je pensais pas l'acheter un jour. Finalement, je l'ai fait. Donc, est-ce que j'ai retourné ma veste sur le jeu? Je pense pas. Par contre, j'ai eu un déclic dans le cerveau à me dire, mais attends, ce jeu en fait c'est un des rares jeux que je pourrais sortir avec des gens qui sont quasiment pas joueurs, avec ma famille, voilà par exemple, avec des gens qui sont pas accoutumés à jouer à d'autres jeux que la belote, le poker, les trucs comme ça, et force est de constater que j'ai eu raison sur ce point-là. Et j'ai pris du plaisir à le sortir avec ma famille. Et c'est vrai que je dirais que je remercie ce jeu, ne serait-ce que pour cet aspect-là. J'ai toujours pas les sensations que je pensais trouver, que les gens vraiment adoraient sur ce jeu, à pouvoir se tirer les jetons dans tous les sens pour pouvoir communiquer. Pour autant, je m'incline face à cet aspect, le jeu parle à tout le monde. Et surtout, il n'est pas difficile. Et c'est pour ça que finalement, je l'ai récupéré. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de mon choix, de ma réflexion autour de ce jeu. Je pense pas être le seul dans ce cas-là, ayant plutôt été du côté de ceux qui crachaient dessus, pas vraiment, mais qui comprenaient pas. Eh bien, je suis assez étonné de finalement le posséder pour pouvoir en dire du bien, mais pas comme je le pensais. Donc, The Gang, il n'est pas dans le top, mais j'avais envie de parler de ce sujet en 2024 parce que, vu à quel point on en entendait parler, je voulais savoir, c'est tout. On arrive au top 4. Le top 4, eh bien, juste après, il y aura les mentions honorables qui seront présentées. Alors, sachant que je vous ai déjà présenté d'autres jeux du top, mais c'est parce que j'avais envie de parler un peu de cette année 2024 qui a été très très particulière pour moi au niveau des jeux que j'ai découverts et des réflexions que je me suis fait. Ce top 4, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Wonderlands War, un autre jeu de chez nos amis de Lucky Duck. Merci beaucoup pour ce jeu qui est juste génial. J'avais beaucoup douté sur
sur le jeu et en fait j'avais finalement adoré au bout de plusieurs parties et je continue d'adorer, de vouloir en refaire et refaire pour tenter d'autres stratégies. Wonderlands War, c'est un grand oui. Si vous voulez voir plus d'infos par rapport à ce jeu-là, je l'ai cité dans une de mes vidéos que je vous mets en fiche, mais pour résumer, Wonderlands War, c'est un jeu de conquête dans lequel on va faire du backbuilding, à récupérer des jetons qu'on va mettre dans notre sac. Et donc on a une phase dans laquelle on récupère des cartes qui nous donnent potentiellement des jetons ou des effets supplémentaires, et une phase dans laquelle on se tape sur la gueule et où on se dispute des objectifs, des lieux pour gagner de plus en plus de points de victoire. Le jeu est intimidant parce qu'il est énorme et qu'il y a des jetons partout, alors qu'en fait le jeu est tout con. On doit simplement récupérer une carte en se déplaçant autour d'une table et chaque carte donne des jetons, des cartes, des trucs comme ça. Et après on se castagne en tirant des jetons et selon les valeurs sur les jetons on monte notre force et à la fin du combat on regarde qui a le plus de force et on gagne ou pas le combat. Je résume, il y a plein d'autres trucs évidemment, mais c'est pour dire que le jeu est assez facile finalement, contrairement à sa tête qui vraiment fait penser à un truc énorme. Le jeu dit 30 minutes par joueur, sincèrement quand on sait jouer, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est effectivement un jeu qui peut être un peu long en première partie et surtout c'est un jeu qui est déroutant en conquête parce que pour moi la conquête, si on se place à plein d'endroits mais qu'on a fait ça stratégiquement, c'est cool. Là dans Wonderlands War, si on se place à trop d'endroits, eh bien on peut perdre trop facilement ses unités et donc perdre trop facilement. Donc là il vaut mieux viser 2-3 zones maximum, mais pas plus, sinon on se fait rouler dessus. Wonderlands War, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il est dans mon top. Donc il est top 4 de ce top, et j'ai adoré, et j'ai d'ailleurs hâte d'en refaire. Peut-être au Nouvel An, je ne sais pas, on verra. Parce que vous voyez cette vidéo après le Nouvel An. Mais moi, je ne suis pas encore après le Nouvel An. Là, je suis devant mon sapin, vous le voyez bien. Noël n'est pas encore passé chez moi. Bref, Wonderlands War 4. On passe maintenant aux mentions honorables de l'année. Je l'avais fait l'année dernière et c'est vrai que moi je trouve ça important parce que en soi, oui, on fait un top 10 parce que c'est le jeu, c'est sympa à faire, c'est un bon exercice d'ailleurs. J'ai eu un peu de mal à le faire ce top 10, je vous cache pas. Mais j'avais envie de parler succinctement de pas mal de jeux et notamment, premier jeu mention honorable, c'est Pixies. Pixies, je pensais que j'allais beaucoup moins m'amuser que sur un Salt and Paper, mais en fait c'est tellement plus immédiat et rapide que Pixies pour moi, c'est un grand oui dans cette fameuse gamme de toutes petites boîtes comme Salt and Paper. J'aimerais bien que tous les jeux de cartes soient dans des boîtes optimisées comme ça. Alors après, c'est pas toujours simple à ouvrir parce que c'est tellement petit qu'il n'y a pas d'air qui veut rentrer dessous, mais c'est quand même très sympa comme jeu, donc je vous conseille très grandement Pixies. Autre petit jeu, Dédale, qui est sorti pour le Festival Alchimie du jeu. Je ne vais pas au Festival Alchimie du jeu pour la simple raison que je ne peux pas faire toutes les conventions de la France, mais un jour j'aimerais bien. Le problème c'est que au bout d'un moment c'est l'argent qui manque quoi. Dédale, c'est très cool, j'adore, je l'ai fini avec mes amis, on en a chié sur certains niveaux vraiment, mais c'était un vrai petit plaisir. Mais pour le coup voilà, petit plaisir dans le sens que c'était un petit peu éphémère, c'était simple mais efficace et voilà pourquoi il se retrouve quand même dans les mentions honorables, pas dans le top mais quand même quoi. Le jeu, il était très cool. Autre jeu qu'on a un peu oublié qu'il est sorti au début de l'année, c'est Sink or Swim. Punaise, c'est incroyable comme parfois on se rend pas compte que les années sont plus longues qu'on ne le croit et que ça, en fait, eh bien, c'était sorti début d'année, c'est sorti à Cannes, enfin c'est sorti un petit peu plus après Cannes, mais Sink or Swim c'est sorti réellement cette année. Vous en avez beaucoup entendu parler sur le passe-temps parce qu'eux ils l'avaient importé, mais ça c'est sorti en français cette année chez Yellow et c'est trop cool. Je crois que je suis pas le seul à le dire. Simon du Passe-Temps en a bien assez parlé, mais jeu coopératif de natation synchronisée dans lequel il va falloir placer des cartes au bon endroit et après vérifier qu'on n'a pas tous fait de la merde. C'est trop bien, c'est très dur, mais c'est super drôle. Bon, j'en parle quand même un petit peu. Harmonise, même si pour moi c'est un jeu un petit peu plus convenu, c'est-à-dire que pour moi on a déjà vu ce type de jeu, mais c'est vrai que il marche si bien, il est efficace, il est doux,
chaque action, c'est juste je prends des tuiles et j'en pose directement sur mon plateau. Je fais de plus en plus de points avec des cartes animaux que je récupère. C'est vraiment tout bête, Harmonize. Donc en soi, moi, ça m'a pas parlé plus que ça, parce que c'est vrai que j'ai mis Tower Up et Noon Attack qui aussi sont des jeux un peu plus simples et convenus. Pour autant, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est le style de jeu qui fait que ça m'a moins parlé. Pour autant, je le mets dans mention honorable parce que c'est vrai qu'il marche bien quand même. Autre jeu, Lucky Duck, Redac Chef. Au début, il était dans le top, il a été repoussé par pas mal d'autres jeux que vous voyez là. Mais Redac Chef, c'est tellement fun. Un jeu de rapidité dans lequel on va devoir récupérer des tuiles pour faire un journal et tout ça en 4 minutes. Je vous cache pas que je perds tout le temps parce qu'en fait, soit j'ai trop peur qu'il y ait trop de tuiles, soit en fait je fais n'importe quoi au niveau de quelle tuile je prends. Mais qu'est-ce que c'est fun, on peut vraiment gagner de plusieurs manières différentes et j'ai très hâte de tester des scénarios. Pour le moment, j'ai fait beaucoup de parties normales du jeu, mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience Redac Chef. Je m'attendais pas à autant l'aimer parce qu'en fait, quand j'ai joué à Vichy, j'ai fait juste une manche et après je suis parti parce que je sais pas, peut-être que parce que c'est pas des jeux qui fonctionnent dans l'ambiance d'un salon, peut-être. Et encore que j'en suis pas sûr, mais en tout cas, Redac Chef, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup. Le fameux Barbarian Kingdoms que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, sur la vidéo, la même vidéo que dans laquelle il y a Wonderlands War d'ailleurs, qui est un jeu de conquête dans lequel on a une action par tour, très peu d'actions possibles, avec les combats qui sont faits avec des pots de vin, où on va se passer de l'argent et l'argent qu'on donne, c'est de la force qu'on gagne. Mais en même temps, comme l'argent circule, faut faire gaffe à combien d'argent on donne à la personne parce que peut-être qu'il y a un autre combat qui se prépare. C'est fabuleux de simplicité, mais ça marche avec des joueurs qui sont un petit peu bluffeurs. Je pense que c'est plus intéressant avec des joueurs comme ça que avec des joueurs de jeux de société classiques, on va dire, même si c'est un peu condescendant de dire ça. Bref, Barbarian Kingdoms, pour moi, c'est un grand oui. Et ma dernière mention honorable, vous l'avez oublié lui aussi, Marie on Mars, Marie 2 finalement, le deuxième volet du jeu solo Marie, qui est un jeu de programmation avec un petit robot que vous devez emmener d'un point A à un point B, tout aussi fabuleux que le premier, qui amène d'autres mécaniques intéressantes. Je vous encourage à aller voir Marie on Mars. J'ai l'impression qu'il est vraiment passé inaperçu cette année, alors que c'est Marie quoi. C'était trop bien Marie 1, alors pourquoi pas Marie 2? Bon, cette fois on attaque les choses sérieuses, le top 3. Alors, on va encore faire une pause après le top 2, donc juste avant le top 1, parce que j'aimerais vous parler d'autre chose, bien sûr. Mais pour le moment, c'est le top 3. Et le top 3, c'est un jeu extrêmement petit. En tout cas, en termes de durée, c'est un jeu qui me provoque énormément de plaisir, en fait. Je ne sais pas pourquoi un jeu comme ça fonctionne autant sur moi, alors que mes jeux préférés, c'est plus des jeux d'affrontement, des trucs comme ça. Je pense que de temps en temps, j'ai besoin de cette douceur, de cette légèreté que me propose un jeu par exemple comme Captain Flip. Qu'est-ce que j'adore Captain Flip. L'idée est toute bête, on a envie de se refaire des revanches régulièrement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Ils disent 20 minutes sur la boîte, c'est un mensonge, c'est 10 minutes que ça prend une partie de ce jeu-là. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait c'est super rapide, mais avec un super plaisir. Vous avez un plateau qu'il faut remplir avec des tuiles personnages. Lorsque vous piochez dans le sac, soit vous prenez le personnage que vous venez de récupérer, soit vous retournez la tuile et vous prenez obligatoirement ce qu'il y a derrière. Et vous le placez ensuite sur une des colonnes. C'est tout. Et j'ai trouvé ça mais génial. La manière de faire des points est un petit peu variée, même si ça pourrait être un peu plus que ça, mais pour moi un jeu comme ça mérite largement d'avoir des extensions un jour, que ce soit de plateau, même si ça a déjà été le cas, mais aussi de tuiles parce que ça pourra renouveler un peu l'expérience. Il y a peu de choses en soi à dire sur Captain Flip tellement le jeu est simple, mais pas simpliste. En fait, il est simple parce que tout le monde peut y jouer. Et encore, je dis ça, mais j'exagère un peu. En réalité, c'est juste que si vous jouez au moins un petit peu aux jeux de société, ça c'est impossible que vous passiez à côté. Un peu à la manière d'Harmonize. Harmonize pour moi c'est ce jeu familial qu'on découvre quand on connaît un peu les jeux, mais il faut quand même avoir joué à quelques trucs avant. Ça c'est peut-être un des premiers trucs que vous pouvez proposer à des nouveaux joueurs, à des joueurs qui viennent de découvrir quelques jeux de société. J'ai adoré Captain Flip. Je sais pas ce qui fait que j'adore, mais peut-être aussi le plaisir
de piocher un truc et de faire oh là là, qu'est-ce que je vais avoir? Ah, je vais devoir faire avec ça. Bon bah allez, je récupère et puis peut-être que je vais gagner de cette manière-là. On ne sait jamais. Je vous avais prévenu qu'il y avait en soi moins de gros jeux. Moi, je sais pas pourquoi cette année, il y a beaucoup de petits jeux qui m'ont fait plaisir. Après, la tendance cette année, c'était des jeux de moins de 45 €. Donc peut-être que ça joue aussi dans le truc. Mais Captain Flip, j'ai un plaisir fou à y jouer, mais vraiment fou. C'est simple, quasiment à chaque fois qu'il reste un petit peu de temps avant que mes amis partent, je propose souvent un Captain Flip. C'est dire à quel point j'aime le jeu. Et donc, top 3. Le top 2, c'en est un que j'attendais depuis longtemps. Et pour tout vous dire, je l'ai acheté il y a une semaine, je crois. C'est pour vous dire à quel point je l'ai attendu. Et il est sorti il y a pas si longtemps. Le voilà, le fameux Dungeon Exit. J'y avais joué à Cannes, vous vous souvenez, je vous ai dit oh il y a des polyomino, du coup je m'arrête. Ouais, je me suis arrêté et je m'arrête toujours sur ce jeu là. Top 2 Dungeon Exit, ils ont changé la typo. Moi j'aimais bien la typo rose et bleu, mais ils avaient dit que ça faisait trop 8 bits et c'est vrai que c'est le cas. Après moi ça me gênait pas parce que moi ça me repousse pas tout ça. Dungeon Exit, c'est un jeu de casse-tête, on va dire ça comme ça, dans lequel vous devez atteindre d'un point A à un point B à un point C à un point D à un point E pour résoudre une énigme. Donc par exemple là vous voyez derrière la boîte il y a la porte qui est ici, la clé là, le coffre ici, le dragon là, la sortie ici, et il faut placer des polyomino pour pouvoir créer ce chemin entre chaque point d'intérêt. Sauf que les polyomino, on ne peut les poser que d'un bout d'un polyomino à un autre bout d'un polyomino, et les polyomino ne doivent pas se toucher à plus d'un bout ensemble. Donc c'est pour ça que là il y a un écart vraiment parfait entre les différentes cases qui sont présentées. Et surtout, ce qui est génial avec ce jeu, donc déjà il y a énormément de défis, il y a 130 défis qui sont dits déjà par la boîte, mais surtout, là vous pouvez pas le sentir, mais le plateau là, il est extrêmement lourd. Pourquoi? Eh bien simplement parce que tout le matériel est aimanté. Ça permet de pouvoir jouer absolument où on veut, ça tient suffisamment pour que quand on bouge, là vraiment faut y aller bourrin pour pouvoir l'enlever, et vous pouvez jouer absolument où vous voulez à ce jeu là, et ça c'est trop cool. Vous avez des niveaux au début juste sur cette plaque là, mais après il y a un niveau sur 2 plaques séparées qui font que si je passe dans un tunnel dans l'un, j'apparais dans l'autre, et après on doit refaire le chemin, etc. Le jeu est proposé comme étant jouable à 1 ou à 2 joueurs. En fait à 2 joueurs, soit vous pouvez jouer en coopératif, soit vous pouvez jouer en duel. Et l'idée, c'est celui qui finit un niveau avant l'autre. Le truc, c'est que s'il y en a un, c'est son jeu, ça risque d'être compliqué pour lui de perdre. Même si c'est pas si simple que ça parfois. À Cannes, je vous avais dit, le premier niveau, j'avais joué donc contre une joueuse qui avait fini le niveau en littéralement entre 5 et 10 secondes. Et moi, j'étais encore en train de chercher ma deuxième pièce. Le deuxième niveau, on a mis 5 bonnes minutes chacun, je pense, à terminer. Et encore, moi, je crois que j'ai mis un tout petit peu plus de temps. Dungeon Exit, c'est du jeu de casse-tête à la smart game, on va dire. Si vous aimez les smart games, en fait, moi, j'adore les smart games. J'essaie d'en récupérer régulièrement, mais pas trop souvent, sinon, après, je saturerais. Mais on est dans l'ADN d'un smart game, à savoir un jeu solo avec des énigmes, avec des chemins à faire, avec des polyomino. Moi, j'adore les polyomino, donc ça marche. Si vous avez loupé cette pépite d'Unfriendly Game, où j'ai découvert d'ailleurs Nekojima aussi cette année, Nekojima, c'était trop bien. Dungeon Exit, c'était trop bien. Moi, je ne passe plus à côté de ce jeu-là sans faire une partie. Les niveaux sont de plus en plus durs, mais quel plaisir que ce soit de plus en plus dur. On arrive bientôt au top 1. Mais avant de passer au top 1, je voulais vous parler de ma découverte de l'année, qui n'est pas de cette année. Un jeu où vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit, je suis tellement curieux du principe, j'avais vu vite fait une vidéo de Cdispo qui en parlait, et ça me semblait hyper intriguant. Mais après avoir fait 1, 2, 3 parties, en fait, j'aime le sortir, le jeu. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête qui fait que je l'aime beaucoup. Ce jeu-là, c'est Terracotta Army. Un jeu qui est pas passé sous les radars, même si un petit peu quand même, mais qui est un peu plus mineur en termes de sortie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés à un jeu comme ça, parce que déjà, visuellement, il est assez austère. C'est très jaune, gris,
orange, voilà, des choses comme ça. Il y a des figurines, on les place sur un plateau avec plein de gens, mais en fait on comprend pas trop. Il faut savoir que moi je suis assez difficile sur ce que j'appelle les jeux à points. Tous ces jeux qui demandent juste de gérer des ressources, de faire telle action pour engendrer des points, etc., etc. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait un truc différent, qu'il y ait vraiment quelque chose qui est proposé pour que le jeu me plaise. J'ai joué à Apiary cette année, je crois que c'était cette année que j'y ai joué, et bah j'en suis sorti en me disant ouais c'est sympa, mais j'ai pas eu quelque chose en plus, on m'a rien donné en plus. Terracotta Army, c'est donc un jeu à points, mais avec une sorte de plus ou moins d'interaction ou de majorité à faire avec les autres joueurs, avec ce plateau sur lequel on va placer différentes statues qui nous appartiennent et qui font qu'ils vont faire des groupes de statues, et là on va regarder qui est majoritaire dans tel ou tel groupe de statues et on va rapporter de plus en plus de points de victoire de cette manière. Mais pour ça, on va devoir fabriquer ces statues, et pour ce faire, on va devoir récupérer de la terre cuite qu'on va utiliser pour faire ces différentes statues, sauf que la terre cuite ne dure qu'un tour, sinon après elle sèche. Et il va falloir remouiller cette terre cuite pour pouvoir refaire des statues. Et le système d'action, c'est un système de pose d'ouvriers avec une roue d'action au centre qu'on peut tourner pour pouvoir faire différentes actions dans notre tour. Et le jeu se transforme du coup en jeu plutôt complexe avec cet aspect de plateau avec les différentes figurines qui est le truc le plus compliqué du jeu, avec un principe de pose d'ouvrier extrêmement simplifié. Et en ça, le jeu me faisait peur en fait. Le jeu avait cet aspect de mais mon dieu, qu'est-ce que c'est compliqué comme jeu, et en fait, pas du tout. Le jeu est plus accessible qu'il en a l'air. J'ai vu des jeux de gestion de ressources comme ça bien plus complexes que Terracotta Army en fait. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager mon petit plaisir que j'ai eu avec ce jeu. Il y avait aussi Mystic Vale cette année que j'ai découvert, que j'ai bien aimé, mais que j'ai moins eu ce truc de waouh, ça marche bien ça. Bon, eh bien on arrive au top 1 et je pense que je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce qu'en fait c'est un jeu qui est très connu, qui n'est pas tout à fait un nouveau jeu, même si quand même un peu. Mais après y avoir joué, en fait, il m'est apparu comme une évidence, en fait, parce que c'est juste le meilleur jeu à 2 qui est sorti cette année, qui détrône le meilleur jeu à 2 tout court. Et celui-là... bah oui, Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Bah ouais, du coup j'ai pas grand chose à vous en dire finalement. Si vous avez joué à Seven Wonders Duel, ce que j'espère qui est le cas, vous savez que Seven Wonders Duel est un jeu à 2 vraiment très intéressant, très profond, où chaque partie vous pouvez tenter autre chose, où vous faites tout pour pouvoir battre votre adversaire avec telle ou telle carte que vous récupérez, avec telle ou telle carte que vous défaussez pour pas que l'adversaire la prenne parce que vous pouvez pas la prendre. Et donc Seven Wonders Duel est un des meilleurs jeux à 2 auxquels vous pouvez jouer encore aujourd'hui. Mais, Seigneur des Anneaux Duel est arrivé. Seigneur des Anneaux Duel, c'est par les mêmes auteurs que Seven Wonders Duel, avec la licence Seigneur des Anneaux qui est posée dessus. Et en soi, au début, je me disais... Waouh, les gens qui disent que c'est mieux que Seven Wonders Duel, ils exagèrent, c'est trop bien Seven Wonders Duel, comment tu peux rendre ça mieux? En enlevant ce qui est chiant. C'est simple, toute la partie commerce et points de victoire ont été rasés. Il n'y a plus ce truc de je défausse une carte, donc je gagne 2 d'argent plus le nombre de cartes jaunes que je possède. Là c'est R1, défausser une carte c'est 1 pièce, R2, défausser une carte c'est 2 pièces, R3, défausser une carte c'est 3 pièces. Donc déjà ça, pouf, on est pur, on enlève tout le côté un peu chiant du jeu. Je trouvais pas ça chiant, mais il faut admettre que du coup ça amenait plus de ralentissement à calculer, on va dire ça comme ça. Là c'est plus immédiat. Ensuite, comment remplacer la guerre? Comment rendre la guerre plus sympa à faire? Parce que c'est vrai que dans le jeu de base c'était juste un tir à la corde et c'était finalement assez facile, aisé de contrer un adversaire sur ce tir à la corde. Ici on a un plateau de guerre, un petit peu comme un jeu de conquête, où à chaque fois qu'on va poser une unité dessus, c'est simple, s'il y a une unité sur la zone, eh bien on pète une unité contre une unité et c'est après celui qui est le majoritaire qui va rester finalement. Et le but est d'être présent dans toutes les zones du plateau. Simple, efficace, ça a l'air compliqué au début mais en fait c'est hyper simple. Il y a toujours la victoire qui s'apparente à la victoire scientifique où il faut avoir 6 logos des alliés possibles du jeu sur les 7 disponibles et ils ont remplacé la victoire par les points de victoire par la traque de l'anneau où soit on est Sauron, soit on est Frodon
Tonton et Sam, et à chaque fois qu'on récupère un anneau, on avance sur une piste, et les pistes sont identiques pour l'un et pour l'autre, c'est juste que visuellement, vous avez cette double piste qui est très très satisfaisante à regarder et à manipuler. Donc comment rendre le meilleur jeu à deux encore meilleur? Eh bien vous épurez et surtout vous rendez malgré tout plus stratégique, parce que par exemple la bataille ça rend vraiment stratégique, et les jetons alliés donnent vraiment des effets très très particuliers. Avant on avait avec la science, si on avait deux logos pareils, eh bien on récupérait un jeton philosophie qui était déjà très cool, mais là on a carrément des peuples qui nous donnent des capacités particulières selon lesquels badges d'alliés on a récupéré, et ces capacités supplémentaires vont complètement casser le jeu, vont complètement vous permettre de plus ou moins réussir des actions. Donc sur ce point là ils ont été très forts. Et la dernière chose évidemment, comment on remplace les merveilles? Eh bien on fait des bastions qu'on peut fabriquer avec toujours des ressources qu'on récupère comme dans Seven Wonders Duel, sauf que là déjà on n'enlève pas de cartes quand on construit un bastion, ce qui fait que, eh bien, on peut encore plus repousser parfois l'échéance dans un jeu comme ça où parfois on veut prendre la carte, parfois on veut pas justement prendre la carte parce que sinon on dévoile des cartes à l'adversaire. Et les bastions permettent d'être présents sur une des zones du plateau de guerre indéfiniment, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être retiré avec une unité. J'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu. C'est simple en fait, je n'y croyais tellement pas que quand j'ai sorti le jeu, quand je l'ai mis en place, en fait j'ai dit je joue, et je vois mon sourire qui se dit « Mais putain, en fait, c'est trop bien !» Seven Wonders Duel était le meilleur jeu à deux, celui-ci est le meilleur jeu à deux, et du coup, mon top 1 de l'année. C'est un jeu où j'ai fini la première partie et j'ai dit « Viens, on en refait une !» Allez, ok. C'est vraiment un immense plaisir de jouer à ce jeu, et pourtant, je ne pensais pas prendre autant de plaisir à jouer à ce jeu. Est-ce que ça me ferait jeter Seven Wonders Duel? Je pense pas. Pour une raison très simple, c'est que Seven Wonders Duel a des extensions que j'ai pas encore essayé et que j'aimerais pouvoir voir ce que ça donne. Et apparemment, ces extensions de Seven Wonders Duel apportent vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je suis très curieux, mais c'est vrai que j'ai plus envie de sortir ça en ce moment. Donc, mon top 1, je sais, c'est pas très original, mais je l'aime bien. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un peu tous ces jeux que j'ai pu découvrir cette année, que j'ai pas pu voir en profondeur par exemple comme un ISS Vanguard, et globalement de ce que j'ai dit autour de plein de jeux. Je suis un peu déçu de pas pouvoir vous mettre deux jeux en l'occurrence cette année qui sont Bomb Busters et Diluvium, que j'avais adoré à Vichy mais que je ne possède pas, et du coup j'ai pas pu découvrir ce qui allait plus loin. Par exemple, dans Diluvium, il y avait l'asymétrie. Dans Bomb Busters, il y a les niveaux supplémentaires. Et j'avais adoré ces jeux, mais j'y ai pas beaucoup joué. Donc finalement, tant pis. Ils se retrouvent pas dans le top, c'est pas grave. En tout cas, on est reparti pour une année 2025 avec toujours des vidéos le jeu, en tout cas pour le moment. Il y a même la nouvelle série, le jeu qui va arriver, qui parlera, comme je l'avais dit il y a longtemps, d'un type de jeu et non pas de le jeu qui t'a fait ceci. Et j'ai hâte de vous présenter les différentes vidéos aussi qui vont arriver sur la chaîne, et notamment des jeux tests enfin qui vont être géniaux. Je vous remercie encore une fois, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, c'est très important, ça m'aide à pouvoir vous faire ce genre de format qui prennent vraiment beaucoup de temps. Croyez-moi, là ça fait un moment que je suis assis et que j'ai qu'une envie, c'est être debout pour pouvoir me dégourdir les jambes. Portez-vous bien, et d'ici là, moi je vous dis salut!